Voici le décor que présente le quartier de Ndotri, route d'Agnaman, dans la commune d'Abobo, quand il pleut. Avant, il y avait un passage complètement d'eau ici. Quand il pleut, tout l'eau s'évacue. Et il y a un monsieur qui est venu prendre un terrain ici et il a commencé à envoyer du sable, vous voyez. Et ces sables-là qui ont vraiment bloqué complètement l'eau, inondé les magasins. Nos appareils sont plongés dans l'eau, tout est gâté. Ce que nous on souhaite, c'est de trouver une solution pour qu'on puisse trouver un passage pour l'eau. Ces quartiers qui prennent l'eau de toutes parts en saison pluvieuse, il en existe une trentaine à Abobo. Les opérations de déguerpissement menées dans ces zones à risque ont touché 1349 ménages. 1850 personnes affectées sont répertoriées à la direction technique. Selon les responsables de cette direction, des aides au recasement ont été apportées. Les mesures qui ont été prises au niveau de la commune d'Abobo, n'est-ce pas, ont préservé beaucoup de vies. Pour résoudre le problème, la mairie a engagé des travaux d'assainissement en collaboration avec le ministère en charge de la question. Les bassins d'orage, on a 7 qui sont aménagés. Il y a 3 en voie d'aménagement. Il y a un qui vient de voir son aménagement bouclé, celui de Bokabo. Au niveau d'une autre, il faut dire qu'il y a un projet d'aménagement, de doublement de la voirie qui arrive, qui va se faire très prochainement. Ce sera une grande voie, autoroute de 2 fois 2 voies, n'est-ce pas, qui va passer et qui va prendre en compte la question du drainage, n'est-ce pas, de ce bassin-là. Et c'est à partir de là que la solution définitive, n'est-ce pas, d'inondation de ce bassin va se régler. Nous avons visité le site du monastère Kloueka, un quartier qui par le passé était le lieu d'inondation aux conséquences désastreuses. Avec ces travaux en phase de finition, les populations se sentent beaucoup mieux. Avant l'eau, ça arrivait jusqu'à ce niveau, vous voyez l'escalier. Puis bon, depuis après les travaux, vraiment, c'est pas possible que l'eau arrive vers ce côté-là. Donc il y a eu un peu de changement. Au total, 12 quartiers subissent des aménagements. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas de la zone de Ndotri où les populations attendent encore. Des populations qui continuent de subir les affres de la nature à la moindre précipitation. À Odiéné, s'il y a une activité qui a pignon sur rue, c'est bien les taxis-motos. On en voit à tous les carrefours. C'est d'ailleurs l'unique moyen de transport dans la ville. Une activité prisée par la jeunesse. S'il n'y a pas au travail, je ne peux pas rester à la maison. J'ai mon petit famille à la maison, il ne peut pas rester à la maison avec eux. Donc il faut qu'il sorte, il vienne me débrouiller. Pourtant, la région regorge d'énormes potentialités. La terre est généreuse. Le Kabadougou et le Folon possèdent entre 5 000 et 10 000 hectares de bas-fonds et de plaines. Une mine d'or inexploitée. Ça, c'est 475 000. Mais pour faire le champ là, si tu as fait le champ là, bon, si tu prends 375 000 pour mettre dans le champ là, et si ça ne donne pas, ben, tu veux faire un an pour que ça n'a donné. Il faut donc une volonté politique. La municipalité d'Odiéné a initié depuis 4 mois un projet pilote. La culture d'une nouvelle variété de riz, le Nerika 4, qui peut produire jusqu'à 4 à 5 tonnes au lieu de 2 à l'hectare. La commune a voulu faire ce projet témoin pour prouver aux populations et à l'État que nous sommes prêts à les accompagner en tant que collectivité, mais nous avons besoin d'aide. Il faut qu'on nous aide. Notre budget ne peut pas nous permettre d'aller plus loin. Le tiers de la production revient aux riziculteurs et les 2 tiers destinés à la commercialisation. Pour l'écoulement de la production, la mairie a dû procéder à l'ouverture des voies. Plus de 11 km de routes profilées, un ouf de soulagement pour les populations de Massadougou. Au lieu de 10-11 km, on parcourait 20 km. Parce que la route est très mauvaise. La culture du Nerika 4, une première en terre ivoirienne, est un projet PPP, partenariat public-privé. La municipalité s'est offerte les services d'une structure internationale, experte en développement des variétés de riz. Elle apporte son savoir-faire aux paysans, aux côtés de l'ANADER, l'agence d'appui au développement rural. Au niveau de nos enquêtes, qu'est-ce qui en est ressorti? Le producteur était en train d'utiliser une fertilisation qu'il a héritée de la culture du coton qu'il faisait. Et dans la deuxième chose aussi,
C'est seulement une variété locale qu'ils étaient en train d'utiliser. Ce qu'il se fait au Sénégal, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, les difficultés vécues au Sénégal, les difficultés que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est pas mal d'expériences que nous avons partagées. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes satisfaits. Pour ce coup d'essai, en 4 mois, ce sont 60 emplois qui ont été créés. Les jeunes y travaillent et ne s'en plaignent pas. On travaille ici, là, ça va. On gagne l'argent même. Le projet touchera davantage de jeunes. La municipalité envisage atteindre la barre des 1000 hectares d'ici à 2020. 20 hectares, 60 jeunes, multipliez ça par 1000 hectares. Et quand vous avez la production de 1000 hectares dans une zone comme ici, ça va de soi que l'industrialisation devient la deuxième étape du projet. Et avec l'industrialisation, c'est encore de l'emploi dans les usines. Après ça, ça va vous créer des grands pôles de commerçants. Donc vous allez avoir des grossistes, des demi-grossistes et des détaillants. Donc je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne sur ce projet-là. Trouver des emplois pour les jeunes, c'est le pari de la mairie d'Odiéné. Mais bien plus, contribuer à l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire. Le pays importe environ 250 milliards de francs CFA de riz, soit un quart de ses achats de produits alimentaires de base. L'équivalent de 20% du budget national en 2015. Donald Trump et Hillary Clinton ne sont pas les seuls candidats à la présidentielle américaine. Même si les 5 autres candidats ont beaucoup de mal à exister, le 8 novembre, ils pourraient faire basculer le scrutin en profitant de l'impopularité du prétendant républicain et de son adversaire démocrate. Contrairement aux autres petits candidats, Gary Johnson du Parti libertarien et Jill Stein du Parti vert ne feront pas que de la figuration, même s'ils n'ont aucune chance d'entrer à la Maison-Blanche. Gary Johnson s'est récemment retrouvé sous les projecteurs, non pas pour ses propositions choc, la légalisation du cannabis et l'ouverture des frontières, mais pour une gaffe monumentale. L'ancien gouverneur républicain du Nouveau-Mexique a répondu à un journaliste qui l'interrogeait sur les bombardements en Syrie. Qu'est-ce que c'est que Alep? D'après le New York Times, le candidat libertarien crédité dans les derniers sondages de 3% à 7% des intentions de vote pourrait pourtant être l'homme politique qui va contribuer à déterminer le vainqueur de la présidentielle en arbitrant le duel Clinton-Trump dans plusieurs États clés. Gary Johnson sera présent sur les bulletins de vote dans la totalité des 50 États américains, ce que n'avait réussi aucun candidat hors des 2 grands partis depuis 20 ans. Mais il n'a pas pu participer au débat télévisé. La raison ? Il n'a pas atteint le seuil nécessaire de 15% dans les sondages. La candidate écologiste Jill Stein, qui veut une baisse des dépenses militaires et plus de justice sociale, est-elle créditée pour sa part de 1 à 3% dans les derniers sondages. Sachez qu'il y a encore d'autres candidats, Ivan McMahon, candidat indépendant, Darrell Castle du Parti constitutionnaliste et Gloria Lariva du Parti du socialisme et de la libération. Le 8 novembre prochain, ce sont 7 candidats qui vont briguer le fauteuil présidentiel américain. À l'élection présidentielle chilienne de 1970, Salvador Allende obtient la majorité des voix. C'est entre le 3 et le 4 novembre 1970, confirmé peu après par un vote du Congrès. Salvador Allende devient le premier président d'un pays non communiste à être élu démocratiquement avec une plateforme marxiste. En clair, il est le premier président marxiste en Occident arrivé au pouvoir par des élections dans un état de droit. Le gouvernement Allende, soutenu par l'Unité populaire, une coalition de partis issus de la gauche, a tenté de créer un État socialiste de façon non violente et légale. Ce sera la voie chilienne vers le socialisme. Sa stratégie, des projets de nationalisation de secteurs clés, l'économie notamment et quelques réformes agraires. Faudra alors faire face à la situation politique internationale minée par la guerre froide et à une grave crise financière, économique, mais surtout politique au Chili. Un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Es un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, a la postre no podrán detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino.
con la diferencia quizás que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy objetiva para la masa de que esta gente no se detiene ante nada. Le 11 septembre 1973, le général Augusto Pinochet renverse le président Allende et instaure un régime autoritaire. Le président déchu se serait suicidé dans son palais, la Moneda, sous les bombes putschistes.